Bonjour à toutes et à tous. Merci au fond pour m'avoir invité à venir parler ici et puis pour m'avoir donné l'opportunité. Ça marche pas? Si. Pour m'avoir donné l'opportunité de présenter mon travail de thèse. Donc je vais vous parler, comme l'a dit Florence, de la place du naturel dans l'alimentation contemporaine et dans la critique de l'alimentation contemporaine en particulier. Comme le disait Florence, c'est des résultats qui sont issus en fait d'une thèse de sociologie que j'ai soutenue en septembre dernier avec Jean-Pierre Poulain à l'université de Toulouse 2. Et je me suis intéressé dans cette thèse donc à la critique de l'alimentation industrielle avec une perspective socio-historique depuis la fin des années 60. Alors je vais vous expliquer un petit peu la problématique et les questions auxquelles je me suis intéressé dans mon travail. Juste pour situer un petit peu l'intervention d'aujourd'hui, donc je vais vous présenter d'abord ce contexte critique contemporain de l'alimentation et puis ce que j'entends par cette idée de digestion, qui est un peu une métaphore de digestion de la critique. Je vais vous donner des éléments de cadrage et de méthodologie. Ensuite, j'exposerai donc une typologie de la critique de l'alimentation contemporaine à laquelle, que j'ai construite dans mon travail. Et puis, j'essaierai de me focaliser sur cette question du naturel et de sa place dans la critique de l'alimentation industrielle contemporaine, et puis aussi sa place dans les qualifications des produits alimentaires aujourd'hui. Donc, alors, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens s'accordent. Il y a un problème de confiance entre les mangeurs qui sont les nourris d'un côté, et puis de l'autre côté les industriels ou les acteurs de l'offre plus généralement qui sont les nourriciers, sachant que aujourd'hui une grande partie de notre alimentation est transformée à l'extérieur du foyer. Bon, là, j'ai listé un certain nombre de thèmes comme ça qui illustrent un petit peu ce problème de confiance et puis ce contexte critique. Il y a ces concepts de malbouffe, de junk food, on entend aussi parfois frankenfood, la question des OGM, la question des additifs, des colorants, parfois présentés comme étant toxiques ou impliqués dans les cancers, dans l'hyperactivité, dans l'autisme, dans tout un tas de thématiques, alors avec des ancrages scientifiques plus ou moins stables et plus ou moins solides. La question de l'huile de palme qui va être liée à celle de la déforestation et puis aussi à des questions nutritionnelles. Des questions autour de l'idée d'exploitation des petits paysans au sud et puis aussi au nord, et puis parfois aussi des employés. On entend aussi des critiques d'une publicité qui serait abusive, manipulatrice, en particulier vers les enfants. La question du bien-être animal et puis du traitement des animaux d'élevage. Et puis une question autour de la tromperie sur la marchandise. Alors on l'a vu récemment avec la question du cheval dans les lasagnes. Donc bon, c'est pas exhaustif, c'est juste pour illustrer un petit peu tous les thèmes qui aujourd'hui scandent un petit peu l'actualité médiatique autour de l'alimentation. Donc ça c'est simplement pour illustrer les deux derniers épisodes critiques qui ont occupé l'espace médiatique. Ça devait être en septembre ou en octobre, la publication de cette étude de Gilles-Éric Serralini sur la toxicité d'un maïs OGM sur des rats. Donc résultat d'une étude qui sont traduits, vous voyez, par le Nouvel Observateur, avec une grosse montée en généralité. Oui, les OGM sont des poisons, alors que c'était les résultats d'une étude d'un maïs sur les rats, évidemment. Donc on a ces phénomènes de montée en généralité et puis
voyez, un petit peu avec des titres très, comment dire, anxiogènes. Et puis, cette affaire du lasagne au cheval, hein, qui a ouvert un petit peu la porte à tout un tas de questionnements sur l'alimentation et puis la transformation industrielle des aliments, et qui a tout d'un coup porté la lumière sur des filières sur lesquelles on ne se posait pas forcément des questions. Et peut-être que vous avez vu ces infographies où on voit que dans le lasagne pur bœuf, vous avez un trader chypriote qui est impliqué, un abattoir roumain, enfin tout un tas de réseaux comme ça qui tout d'un coup est visibilisé en fait, alors qu'auparavant on ne se posait pas forcément de questions. Dans ce contexte, les acteurs de l'offre se posent des questions et ils commandent notamment des études pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y a vraiment un problème de confiance, quelle est la nature de ce problème de confiance, quelle est la relation qu'on entretient avec nos consommateurs, etc. Donc des sondages, des études sont commandées. D'un côté, parfois, elles sont, les résultats ou l'interprétation des résultats pointent sur des aspects plutôt rassurants. L'idée que les consommateurs sont satisfaits, qu'ils vont juger positivement ou qu'ils pensent généralement qu'on va dans la bonne direction en termes de maîtrise des risques, etc. Et puis, pourtant, donc c'est aussi, ça montre aussi que les acteurs de l'offre ont besoin de se rassurer quelque part. Et puis, pourtant, on voit, là, c'est une citation de Jean-René Buisson, donc le président ou directeur, je ne saurais pas dire, de l'ANIA, président de l'ANIA, donc dans ses vœux de 2012, qui fixe comme objectif prioritaire de reconquérir la confiance des consommateurs. Donc, par ailleurs, on cherche des signaux positifs, et puis d'un autre côté, cette question de la confiance et de la relation avec les consommateurs, de la relation problématique avec les consommateurs, cette question est réaffirmée régulièrement. On voit aussi que les acteurs de l'offre cherchent à donner différents gages de vertu ou de bonne conduite dans la manière dont ils produisent les aliments. Et ces gages de vertu, ils se sont beaucoup multipliés ces dernières années, dans les années 2000 en particulier. Alors on voit par exemple Leader Price qui maintenant fait du bio en marque de distributeur, alors qu'à la base c'est un hard discounter qui n'est pas vraiment positionné sur ce genre de produits. Je vous ai mis quelques exemples comme ça. Vous avez des produits transformés, marque Casino, qui vont avoir des arguments en termes de profil lipidique, oméga 3, etc. Quick qui va s'engager à se fournir en poisson auprès d'une pêche durable. Là, c'est une publicité pour Babybel qui communique sur l'absence de colorants, de conservateurs et d'arômes artificiels, alors qu'auparavant, la communication était surtout axée sur une dimension plutôt nomade, plutôt ludique, etc., mais pas sur ce genre de thématique. Des produits de la gamme Belle Maman, par exemple, qui insiste, là vous voyez, c'est une mise en scène, on ne voit pas bien, mais c'est la mise en scène d'une publicité comparative où vous avez d'un côté la marque nationale concurrente avec des E, grand E, et puis Bonne Maman, c'est avec des E, et donc là il y a un positionnement clairement, vous voyez la liste d'ingrédients pour montrer que on fait nos produits comme à la maison en gros. Dernièrement, là, tout récemment, Nutella qui, à la suite, vous savez, de campagnes de publicité comparative, notamment chez Casino, je crois, qui a sorti une pâte à tartiner en marque de distributeur concurrente en disant « Nous, on ne met pas d'huile de palme ».
Donc Nutella réagit alors que sa communication auparavant n'était pas du tout sur ce type de questions ou de prise en compte d'une critique possible. Nutella là réagit. Vous voyez, il y a une mise en scène de la critique qui peut être adressée au produit. Hein. Nutella, c'est délicieux, mais on ne sait pas de quoi c'est fait. Et puis, il y a une volonté d'afficher une certaine transparence en listant tous les ingrédients, en se justifiant quelque part sur la bonne manière de produire ce produit. Donc, le questionnement en fait de ma thèse, il y a 3 questions principales. C'était d'abord comment comprendre la cohabitation d'un contexte critique qui perdure et que je vais illustrer tout à l'heure, qui perdure principalement depuis la crise de la vache folle en 1996, où on voit vraiment, on observe une critique plus fréquente et puis souvent plus virulente aussi de l'alimentation industrielle par rapport à la période qui précède. Donc comment on peut comprendre la cohabitation de ce contexte critique avec la multiplication de ces gages donnés à la critique? Comment ensuite on peut comprendre l'adoption par les acteurs industriels de l'offre de qualification de leurs produits qui, à la base, ont été pensés, ont été développés contre l'industrialisation. Et je donnerai un exemple, mais l'exemple du bio est vraiment tout à fait significatif. Et puis plus généralement, comment, depuis la fin des années 60, la critique a pu avoir des effets concrets sur l'offre alimentaire, alors que ce soit au niveau de la communication sur les produits ou au niveau de leur formulation, de la manière de les produire. Donc ça, c'est un peu la question générale, hein, c'est les effets de la critique. Alors, dans cette présentation, je développerai surtout l'aspect, la question du naturel, donc je rentrerai beaucoup moins dans tout le trajet socio-historique que j'ai fait depuis les années 60, mais je l'ai un petit peu plus développé dans le texte de la lettre scientifique. Alors, un exemple de cette digestion de la critique, c'est par exemple l'évolution de la qualification biologique. Donc juste quelques repères comme ça pour vous situer. Les premières initiatives, plutôt à un niveau local, après la guerre, c'est dans les années 50. Ensuite, on a un phénomène de regroupement, on a la création de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la création de l'association vraiment pionnière de l'institutionnalisation du secteur en 1964, c'est Nature et Progrès, qui fait un premier cahier des charges de la production biologique en 1972. Donc à cette époque, dans les années 70, il n'y a encore aucune reconnaissance officielle de l'agriculture biologique. Mais ça se développe, on voit des points de distribution qui se développent, notamment dans les grandes villes. Et puis, il y a une reconnaissance officielle alors, à l'époque, c'est l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, parce qu'il y a encore débat sur l'utilisation du terme biologique, et notamment la FNSEA et des acteurs de l'agriculture plus conventionnelle qui vont s'opposer à ce qu'ils voient comme une sorte de confiscation en fait, de ce terme biologique. On a en 1980 le rachat, donc ça aussi c'est assez significatif, hein, d'un distributeur historique de produits biologiques, La Vie Claire, qui existe toujours, hein, qui a, je crois aujourd'hui, à peu près 180 points de vente en France. Donc son rachat par Bernard Tapie. Donc là, on voit des relations qui se créent entre des acteurs de l'économie plus conventionnels et puis des acteurs plus marginaux par rapport au système de distribution. Donc Tapie va faire aussi
une équipe cycliste, La Vie Claire. Il va gagner le Tour de France avec Bernard Hinault en 85, je crois. Donc, c'est une sorte de success story. Les distributeurs commencent à se mettre au bio petit à petit. Monoprix d'abord, qui est très parisien, citadin en 86. Carrefour en 92. Et puis, alors on s'aperçoit qu'après la crise de la vache folle, il y a un développement important du marché du bio. Donc c'est lié aussi à la thématique de la... Enfin, on peut faire l'hypothèse que c'est lié à la thématique de la confiance et au problème de la construction de la confiance. Bon, le marché se développe de manière avec un taux de croissance important après le milieu des années 90, même si évidemment ça continue de représenter quelques pourcents du marché total de l'alimentation, mais c'est devenu un signe de qualité connu par tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui consomment, qui sont des mangeurs bio intermittents, hein, pour reprendre le terme de la sociologue Claire Lamine, c'est-à-dire qu'ils vont consommer quelques produits en bio de temps en temps, pas de manière systématique. Et puis les distributeurs, les producteurs l'ont bien compris évidemment, avec Leader Price par exemple, qui se met à faire du bio en marque de distributeur en 2008, et puis qui s'attache aussi les services. Alors ça c'est encore plus significatif de cette digestion de la critique, hein, les services d'un héros de la lutte contre la malbouffe, Jean-Pierre Coff, donc, qui signe un contrat et qui communique et qui fait de la publicité pour Leader Price. Alors, le cadrage théorique dans lequel je me situe, c'est d'abord la socio-anthropologie de l'alimentation, qui pointe donc sur l'idée que la consommation alimentaire est une consommation spécifique par le fait qu'elle est d'une part incorporée. Les aliments, on les fait rentrer en nous concrètement, et puis elle est aussi organique de bout en bout, hein, ça nous relie à des formes de vie, on consomme des êtres vivants, etc. Donc c'est notamment les travaux de Claude Fischler. Liées à cette spécificité, il y a des inquiétudes spécifiques à la consommation alimentaire qui vont porter sur le devenir et la gestion du corps, de la santé, de l'identité aussi, des questions liées à la souillure, pour reprendre le terme de Mary Douglas, et puis la question de la toxicité également. Donc des inquiétudes spécifiques qui vont être régulées par tout un système de normes et de régulation socio-culturelle qui vont nous permettre de bien identifier les aliments, de les classer. Hein. Claude Fischler insiste sur le fait que la pensée classificatoire et les systèmes de classification des aliments sont présents, sont attestés dans toutes les cultures humaines d'aujourd'hui et puis même du passé. On a des systèmes diététiques qui vont porter sur catégorisation des aliments, catégorisation des mangeurs et puis catégorisation des relations entre les deux. Et ces régulations socioculturelles, elles vont mettre en jeu une multitude d'acteurs de ce que Jean-Pierre Corbeau appelle la filière du manger. Ces acteurs, c'est non seulement les producteurs, ceux qui fabriquent concrètement les aliments, c'est non seulement les consommateurs, les mangeurs, mais c'est aussi tous les acteurs qui vont tenir un discours ou d'une certaine manière agir sur ce que nous mangeons. Les médias, les autorités sanitaires, les experts des sciences de la nutrition, des sciences humaines. Il y a énormément comme ça d'acteurs de cette filière du manger qui vont conditionner un petit peu la manière dont on se représente les aliments, dont on construit nos choix également. Alors donc à cette socio-anthropologie de l'alimentation, j'ai essayé d'articuler en fait un autre cadrage théorique qui est celui de la sociologie de la critique et de la justification,
avec les travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, de Luc Boltanski et F. Chiapello, et puis de Claudette Lafaille et Laurent Thévenot. Donc en fait, c'est une sociologie qui va s'intéresser aux disputes, aux situations de disputes, et puis de recherche d'accords entre des différents types d'acteurs qui se disputent dans un espace public. Ici, on a donc des disputes et des recherches d'accords qui vont porter sur des régulations de l'activité alimentaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je m'appuie sur le modèle théorique que Boltanski et Thévenot ont développé, qui est celui des cités. L'idée, c'est que dans notre monde contemporain, il y a une pluralité de principes de justice et de ce qu'ils appellent des ordres de grandeur. En gros, on peut dire des échelles de valeur sur lesquelles on évalue les choses et les êtres humains, etc., et donc aussi les aliments. Luc Boltanski et F. Chiapello ont aussi étudié le jeu, donc dans un livre qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », le jeu et l'évolution du jeu entre critique et justification du capitalisme dans le temps, donc avec une approche un peu socio-historique. Et en fait, j'ai essayé de faire un petit peu la même chose modestement au niveau de l'alimentation. Et le naturel, dans tout ça, ça apparaît en fait comme une ressource argumentaire qui est utilisée pour critiquer les produits alimentaires ou l'alimentation industrielle, et aussi pour la justifier. Donc là, j'y viendrai ensuite plus en détail. Et c'est une ressource argumentaire, on le verra, qui est polysémique, qui a différentes significations. Donc, un exemple voilà, sur la manière dont le naturel peut être utilisé dans le cadre de disputes pour argumenter. C'est par exemple les OGM. Certains opposants aux OGM vont critiquer radicalement le procédé avec l'idée que ce n'est pas naturel. Donc ça n'a pas à advenir, on n'a pas à développer ce genre de technologie. Et puis de l'autre côté, des scientifiques qui vont travailler dans les modifications génétiques peuvent répliquer que finalement, ce n'est pas moins naturel que ce qu'on fait depuis que les êtres humains cultivent des plantes et puis élèvent des animaux, puisque y a eu des modifications génétiques très importantes entre les variétés et les races d'aujourd'hui et puis les ancêtres sauvages, alors que la modification génétique, ça va porter seulement sur un gène ou tel autre gène. Donc l'idée que ce n'est pas moins naturel et que donc on trouve cette notion du naturel qui peut émerger parfois dans le cadre de critiques et de justifications et puis de situations de disputes autour des aliments. Alors dernier aspect un peu théorique, et puis après j'en viendrai plus à des résultats pour ne pas vous assommer. La notion de travail de naturalisation, en fait, que j'ai considéré comme une variété de travail de qualification. J'ai pris le sens de naturaliser dans un sens large. C'est l'idée de chercher à rendre évident quelque chose, à faire aller de soi, un peu comme quand on dit que c'est devenu naturel pour moi d'agir comme ci ou comme ça. C'est aussi sécuriser l'identification des aliments en l'occurrence. Et qualifier, donc c'est toujours qualifier quelque chose de naturel en l'occurrence, c'est toujours à la fois désigner, définir, et puis aussi normer, mettre en valeur. Alors, j'ai distingué une naturalisation explicite, où c'est une opération qui consiste à qualifier explicitement le caractère naturel d'un aliment. Par exemple, quand un acteur de l'offre va dire que son produit est 100% naturel. Donc ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, en fait, mais il y a une partie immergée qui est une naturalisation implicite, où là, ça va être
la convocation d'arguments sur lesquels une naturalisation explicite pourrait s'appuyer. Par exemple, quand un acteur de l'offre va dire que son produit est sans arôme artificiel, c'est évidemment, d'une certaine manière, pour faire conclure à son consommateur que le produit est naturel. Alors, il y a un flou juridique sur les allégations du caractère naturel et les acteurs de l'offre marchent souvent un peu sur des œufs parce que ce n'est pas très bien défini, sauf dans certains secteurs assez précis, les arômes, etc. Mais c'est compliqué pour énormément de produits, surtout quand ils impliquent beaucoup d'opérations de transformation. Et donc il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de questionnements autour de est-ce qu'on peut alléguer ou pas. On voit ici que la réglementation est un peu incomplète, et ça se comprend parce que définir les conditions d'allégation du caractère naturel, ça implique de décider quelles sont les techniques qui vont donner droit à alléguer ou pas. Et donc derrière, il y a des questions de concurrence, il y a des questions d'exclusion de certaines techniques, etc. Donc c'est très compliqué. Au niveau de la méthodologie, j'ai étudié des documents d'archives de différents acteurs de cette filière du manger, donc diététiques alternatives, qui ont souvent un discours très explicite sur la notion d'alimentation naturelle. La presse, je me suis centré sur le Nouvel Observateur. Les sciences de la nutrition, donc là je me suis centré sur les cahiers de nutrition et de diététique. La littérature en sciences humaines et sociales sur l'alimentation. Et puis indirectement, à travers notamment tous ces corpus, je me suis aussi intéressé à la décision politique, aux évolutions de la législation, au discours des acteurs économiques et puis aussi des défenseurs des consommateurs. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de saisir la circulation de la critique dans l'espace public. J'ai aussi réalisé quelques entretiens semi-directifs avec des experts et puis avec des gens qui travaillent dans le marketing. Et j'ai fait une observation participante de la construction d'une campagne publicitaire. Donc c'était chez un industriel du fromage, chez les fromageries Bell. Donc cette campagne était axée sur la question de la naturalité. Donc le questionnement à la base c'était, voilà, on voudrait se situer dans cette tendance naturalité, comment on fait? Et j'ai suivi un petit peu, depuis ce premier stade de questionnement jusqu'à la publication des publicités, j'ai suivi cette campagne publicitaire. Et puis j'ai aussi fait l'analyse d'un corpus d'arguments de vente de produits alimentaires industriels collectés à l'aide de la base GNPD, donc qui est largement utilisée par les industriels pour faire un peu des panoramas de tendance et puis de la veille concurrentielle, donc qui est une base de données en fait, qui recense tous les nouveaux produits. Alors, l'évolution générale de la critique de l'alimentation industrielle, là on peut la visualiser, donc c'est à travers les publications du Nouvel Observateur, où j'ai traqué un petit peu les occurrences de critiques dans ce journal au cours du temps. Donc tout à gauche, on est à la fin des années 60 et ici on est en 2010. Et faites pas attention à ce stade aux différentes couleurs, mais ce qui est important, c'est la hauteur des barres. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus d'occurrences de critiques. On est à un niveau plus haut en moyenne dans la période la plus récente qui commence très précisément avec la crise de la vache folle en 1996. Auparavant, donc, on a une période de creux, et puis dans les années 70, on a un niveau de critique plus important que dans les années 80. Donc, cette étude m'a permis de distinguer 3 grandes périodes. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, de la fin des années 60 à la fin des années 70, on a
une diffusion de la critique dans l'espace public et une démarginalisation de certains acteurs critiques, historiquement critiques, qui étaient déjà actifs après-guerre, par exemple dans l'agrobiologie, l'agriculture biologique, et qui là accèdent à un espace de diffusion plus large de leurs idées, de leurs publications, notamment parce qu'ils rencontrent tout un tas de mouvements contre-culturels. Donc on est à la fin des années 60, mai 68, etc. Il y a des mouvements comme ça contre-culturels qui s'approprient, qui rencontrent ces mouvements plus anciens. De la fin des années 70 au milieu des années 90, on a une période d'affaiblissement de la critique dans l'espace public. La critique va être à la fois souvent moins virulente et moins fréquente. Et puis on a un début de ce que j'ai appelé un apprivoisement de la critique, c'est-à-dire que les industriels commencent à répondre à la critique en commençant à développer des produits qui vont lui apporter des réponses. Et c'est par exemple, alors pourquoi j'ai daté à la fin des années 70, c'est notamment parce qu'on a ce qu'on peut appeler un tournant préventif en nutrition, où de plus en plus la science académique va s'intéresser aux dimensions préventives de l'alimentation. Et puis on s'intéresse de plus en plus aux micronutriments, etc. On a de plus en plus de données épidémiologiques sur les liens entre tel type de pratiques alimentaires et la survenue de tel type de maladie. Et ça va donner des arguments scientifiques pour développer certains produits. Et on va avoir, en même temps que l'apparition d'une critique diététique qui s'appuie sur ces connaissances nutritionnelles, des produits qui répondent quelque part à cette critique diététique. Et c'est le développement, par exemple, des produits enrichis en tel ou tel élément dans les années 80 ou allégés, au contraire, en tel ou tel élément. Et puis, depuis le milieu des années 90, c'est une période qui est toujours en cours, hein. Donc la crise de la vache folle en 96, la première, on a vraiment une relance de la critique, souvent plus virulente et en tout cas beaucoup plus fréquente qu'auparavant. Et puis on a, donc après ce premier apprivoisement, on va dire, par les acteurs de l'offre, on a une véritable domestication qui va se mettre en place, c'est-à-dire que y a de plus en plus de réponses à la critique qui vont être développées par les industriels, et on est donc dans une phase de ce qu'on peut appeler une endogénéisation de la critique, hein. C'est le terme qu'utilisent Luc Boltanski et F. Chiapello, qu'on peut comparer à une forme de digestion, hein. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu socio-historique, mais je vais en venir à la critique de l'industrie agroalimentaire. Donc ce travail, l'étude du Nouvel Observateur et puis aussi des diététiques alternatives m'a permis de construire une typologie de cette critique. Alors, je vous ai formulé un petit peu les propos que peut tenir cette critique, hein. Je les ai caricaturés pour que vous compreniez bien. C'est dans une version relativement radicale, mais donc il y a d'abord une critique toxicologique avec l'idée que l'industrie agroalimentaire néglige la santé, intoxique. Donc ça, c'est formulé de manière assez radicale. Mais on peut considérer aussi qu'il y a une critique toxicologique d'une certaine manière plus corrective, qui est exercée par les autorités sanitaires dans leur fonction de contrôle de la qualité, sanitaire des aliments. Et là, ce serait une critique toxicologique appuyée sur des savoirs scientifiques. On a ensuite une critique politique et morale qui va dire dans une version radicale que l'industrie agroalimentaire exploite, domine injustement, dupe, trompe, dissimule, etc. Donc là, cette critique-là, on l'a bien vu ressortir, par exemple, dans le cas du
des lasagnes au cheval. Une critique écologique qui va dénoncer une industrie agroalimentaire qui va détruire l'environnement ou qui va polluer. Et puis une critique diététique qui dénonce une industrie agroalimentaire qui appauvrit les aliments ou qui détraque les régulations physiologiques, voire socioculturelles de l'activité alimentaire. Donc là, c'est par exemple les thématiques de la malbouffe, de la junk food, etc., qui vont se situer ici. Donc ces différentes critiques, évidemment, elles peuvent s'articuler. Bon, on peut aussi distinguer plusieurs sous-types dans la critique politique et morale. Il y a d'abord une critique consumériste qui s'est fortement institutionnalisée dans les années 70 avec les associations de défense des consommateurs, où là, cette critique se centre surtout sur la défense des droits des consommateurs et puis lutter contre les ententes des industriels ou les mauvaises pratiques, etc. Une critique gastronomique et identitaire, ça va être par exemple Jean-Pierre Coff, qui va dénoncer la perte des goûts, la standardisation et puis en même temps du coup la perte des identités des mangeurs. Une critique ruraliste, alors c'était surtout, elle existait surtout dans les années 60-70 parce que on continuait à avoir de moins en moins d'agriculteurs. C'est toujours vrai, mais on est quand même à un certain niveau d'étiage. Il y avait une critique qui dénonçait fortement la concurrence faite aux petits agriculteurs en France par les systèmes de production industrielle. Le même type de critique qu'on peut appeler tiers-mondiste quand elle s'appliquait plutôt aux pays du Sud et puis à l'idée que les industriels, l'alimentation industrielle contribuait à une exploitation des populations du Sud. Donc ça, c'est tiers-mondiste, c'est plutôt la version des années 70. Et puis la version années 90, donc José Bové, Seattle, etc., c'est plutôt une version qu'on peut appeler altermondialiste. Et puis une critique animaliste, c'est pour faire un peu le pendant au terme de humaniste, qui va là s'intéresser aux conditions d'élevage et qui va dénoncer le non-respect de la dignité des animaux, la souffrance infligée aux animaux et qui considère un peu, c'est une forme de critique politique et morale parce que elle considère que les animaux d'une certaine manière font partie d'un collectif et qu'ils ont droit, et ils sont un petit peu constitués comme des sujets et qu'ils ont droit d'une certaine manière au respect de leur dignité. Alors, le naturel côté critique, je l'ai repéré dans c'est très clair dans les normes diététiques qui vont être justifiées par le naturel dans les diététiques alternatives. Donc il y a tout un tas de traditions comme ça, diététiques alternatives. On le retrouve à différentes dimensions, dans différentes dimensions de l'espace social alimentaire, un concept proposé par Jean-Pierre Poulain. Au niveau du système alimentaire, on a souvent l'agrobiologie, donc l'agriculture biologique qui est mise en avant, soit de manière exclusive, soit l'idée qu'il faut préférer vraiment absolument les produits agrobiologiques. On a un rejet des intrants issus de synthèse chimique avec l'idée que ce n'est pas naturel, donc il faut s'en débarrasser. Au niveau de l'espace du mangeable, donc du répertoire de ce qui est mangeable, il y a souvent un végétarisme ou un végétalisme, ou au moins ce qu'on peut appeler une végétarisation avec Claire Lamine du régime alimentaire. Donc cette végétarisation qui est défendue par l'idée que c'est plus naturel à l'homme de manger beaucoup de végétaux plutôt que de manger trop de produits animaux. On a une proscription ou au moins une limitation de l'alcool, des stimulants, du sucre blanc, des choses comme ça. Donc de la même manière en disant que ce n'est pas des aliments naturels pour l'homme. Une préférence pour des aliments dits vivants et plutôt frais, donc non dévitalisés.
Au niveau de l'espace du culinaire, donc de la cuisine, à un niveau à la fois symbolique et pratique, on a souvent un minimalisme technique avec l'idée que c'est mieux de manger cru ou de manger pas trop cuit, parce que notamment ça respecte plus la vitalité des aliments. On a aussi un rejet des additifs issus de synthèse chimique, hein, comme on l'a au niveau des intrants chimiques dans la production agricole. La conserve, la pasteurisation, etc. sont plutôt dévalorisés par le fait que ça dévitaliserait, et donc ce serait moins naturel comme aliment. Et donc c'est plutôt une cuisine domestique transformée à la maison, hein, qui est valorisée. Et puis au niveau de la temporalité alimentaire, il y a l'idée que c'est naturel. Donc pour s'adapter à ce régime vraiment naturel, il faut s'adapter progressivement. L'idée aussi qu'il est bon de jeûner de temps en temps parce que le corps, c'est naturel au fonctionnement du corps et le corps en a besoin pour se détoxifier, etc. Et puis laisser faire la nature qui guérit. Hein. Des diètes spécifiques aussi périodiquement qui peuvent être mises en avant. Donc ça, c'est dans des diététiques alternatives. Alors on peut identifier plein d'auteurs, hein. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit peu un point commun et souvent, dans ces diététiques alternatives, vraiment le naturel est utilisé de manière explicite. Alors on trouve aussi des citations, la convocation du naturel dans des critiques, dans des lieux moins marginaux que les diététiques alternatives. Par exemple, dans le Nouvel Observateur, au moment de la vache folle, hein, là on a la nature qui est convoquée vraiment comme une instance morale. C'est le beefsteak qu'on donne aux convalescents et aux enfants chétifs. C'est les bovins rendus carnassiers par l'homme, rendus fous par la course au profit, se vengent en nous empoisonnant. Comment ne serait-on pas tenté de voir là une sorte de justice immanente, une revanche de la nature? Vous voyez l'idée qu'il y a une sanction, que la nature est une espèce d'entité qui peut sanctionner l'action humaine. On retrouve ça à l'occasion d'épisodes critiques, même dans un journal comme le Nouvel Observateur, qui se présente comme voulant porter un jugement équilibré, plutôt informé par la science, etc., de manière générale, même si, à l'occasion, on voit bien, par exemple, au niveau des OGM, à l'occasion, il y a un certain alarmisme qui est mis en scène. Donc j'ai compté les occurrences du travail de naturalisation explicite dans le Nouvel Observateur, dans les publications qui vont traiter de l'alimentation. On trouve 1,59 occurrences par an entre 68 et 95, et puis 2,9 depuis 96, donc ça augmente fortement. Et puis c'est notamment très marqué entre 96 et 2001, donc les périodes des deux crises de la vache folle. Au niveau de l'offre, en fait, on a une tendance naturalité qui est théorisée par le marketing. Donc là, c'est des scans j'ai scanné des pages d'une publication, le panorama des tendances, je crois que c'est le titre, réalisé par le cabinet XTC à l'occasion du Salon international de l'alimentation, de l'agroalimentaire. Donc depuis 2002, ce panorama qui fait référence identifie une tendance naturalité, donc là incluse dans une tendance santé. Et puis donc depuis le milieu des années 2000 à peu près, cette tendance elle est identifiée comme étant une des plus dynamiques au niveau de la sortie de nouveaux produits sur le marché. Alors généralement, la manière dont elle est définie, c'est cette tendance naturalité par le marketing. Elle est définie, elle est centrée sur l'absence d'éléments artificiels, sans, vous savez, sans E, un peu comme les clean labels anglais. Donc là c'est une définition de la catégorie du GNPD. Naturel, c'est produits aromathérapie, biologique, botanique à base de plantes, céréales complètes, entièrement naturelles et sans additifs conservateurs. Donc là, sans additifs
conservateur, c'est vraiment le cœur de cette notion. Mais en fait, l'étude des arguments de vente des industriels en fait, permet de resituer cette forme de naturalisation comme parmi d'autres formes de naturalisation, comme étant une variété particulière de naturalisation, et comme étant une naturalisation basée sur une justification inspirée. Donc c'est les termes que j'emprunte à Boltanski et Thévenot, hein. Mais bon, l'idée, on va dire, c'est que ça insiste sur la pureté et sur l'indemnité d'éléments artificiels. Par exemple, des éléments 100% naturels, des recettes 100% naturelles, sans colorant, sans arôme, artificielles, sans conservateur. Mais il y a aussi d'autres variétés. Il y a un travail de naturalisation qui va être basé sur une justification domestique, qui va inscrire plutôt les produits alimentaires dans une tradition, dans un passé, dans un héritage, etc. Et au nom de cette inscription dans un héritage ou dans une tradition, bah, il est possible de dire qu'un produit est naturel. On le trouve par exemple fréquemment sur des produits comme le vin, le pain, le fromage, tous des produits faits à partir de fermentation, qui sont vraiment très techniques, qui impliquent beaucoup de maîtrise technique, mais qui souvent sont considérés comme étant naturels et inscrits dans un patrimoine. Un travail de naturalisation basé sur une justification écologique, avec l'idée d'un respect de l'environnement. Voilà, bon, ça on le retrouve assez fréquemment également. Et puis, alors peut-être une variété un peu plus contre-intuitive, mais c'est un travail de naturalisation basé sur une justification industrielle. Donc là aussi, je reprends le terme de Boltanski et Thévenot. La justification industrielle, ça insiste sur l'idée d'une efficacité mesurable, objectivable, etc. Comme dans la maîtrise des processus de production industrielle. Donc c'est une efficacité technique qui va être basée sur des savoirs scientifiques et techniques. Et on peut considérer que les arguments de vente qui pointent sur l'efficacité nutritionnelle d'un produit parce qu'il est enrichi, parce qu'il est allégé au contraire, parce qu'il va contenir des fibres, des choses comme ça, on peut considérer que c'est une forme aussi de naturalisation industrielle cette fois-ci. Et naturalisation, pourquoi ? Parce que quelque part, c'est des arguments qui s'appuient sur des savoirs issus des sciences de la nature. Hein, c'est la physiologie de la nutrition, c'est une science de la nature, en tout cas dans notre classification des sciences. Alors, bon, je vais passer un peu vite parce que je crois que je suis long. Ouais. Ah bon ? Ok. Bon. Très bien. Oh, bah ça va alors. Donc voilà, le travail de naturalisation inspiré, j'ai listé un petit peu tous les types d'arguments qu'on pouvait retrouver qui pouvaient correspondre à ça. Hein. Le sans, donc des arguments qui insistent sur l'absence de quelque chose. Au passage, c'est un peu étonnant d'ailleurs hein, pour quelqu'un qui veut valoriser son produit, d'insister sur l'absence de quelque chose. C'est bien qu'il y a l'anticipation d'une critique, ou en tout cas d'un questionnement critique possible sur l'identité du produit proposé. Donc sans OGM, sans colorant, additif, etc. Le complet dans le sens, dans l'idée que c'est l'état spontané de l'aliment, indemne de retrait ou sans qu'on soit intervenu. 100% évidemment, pur, naturel dans le sens de levure naturelle, là où ça s'oppose à des alternatives potentielles qui seraient artificielles. Il y a aussi souvent un lien avec un milieu sauvage enfin, pas souvent, on ne le retrouve pas beaucoup parce que justement, alors moi je me suis centré sur des produits emballés, donc des produits transformés emballés et industriels. Donc ce genre de produits lien avec un milieu sauvage d'origine, etc., on le retrouve forcément moins que sur des produits non transformés. Et puis on pourrait le retrouver par exemple sur des produits de cueillette ou des choses comme ça, mais forcément c'est des choses auxquelles je ne me suis pas intéressé directement, mais on va le trouver néanmoins sur voilà, des miels, des produits de la pêche qui ont le goût du large ou des choses comme ça.
parfois aussi une production, en fait une intervention humaine qui est un peu euphémisée ou qui est passée au second plan, hein, avec l'idée que ça se fait tout seul, ça se forme naturellement, ou c'est la nature qui offre, hein, comme si l'homme n'y était pour rien. Et puis le label biologique, évidemment, qui va dans la mesure où il signifie qu'il n'y a pas d'éléments chimiques de synthèse, ni dans la production primaire agricole, ni dans la transformation culinaire. Donc, bon, quelques exemples. Hein. Là, c'est les sablés Michel et Augustin, 100% vrai. Donc voilà, c'est l'idée qu'il y a une certaine pureté dans l'identité du produit. Ensuite, le travail de naturalisation domestique. Donc ça fait aussi écho à l'économie des conventions, hein, qui est une théorie de sociologie économique qui a été développée. Donc un travail de naturalisation domestique avec des techniques là, qui peuvent être naturalisées explicitement. L'idée que l'homme peut intervenir de manière naturelle, alors qu'a priori on se dit ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui est artificiel, et ce qui est artificiel, c'est ce qui procède d'une intervention humaine. Bah là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des procédés, des interventions, des techniques, des méthodes qui peuvent être considérées comme étant naturelles et qui peuvent être qualifiées explicitement de naturelles. Des modes de production donc, artisanaux, traditionnels, anciens, souvent ancrés dans un passé pré-industriel, alors qui peut être mis en scène hein, par du papier craft, des choses comme ça. Une qualification comme le label rouge procède un peu de ce type de naturalisation. Et puis les AOC aussi, hein, puisqu'elles vont ancrer les AOC à la fois dans un territoire, mais aussi dans un héritage de savoir-faire, de techniques, et puis dans une espèce de trésor de variété ou de race qui est transmis depuis des générations et des générations. Donc vous voyez des mises en scène du passé, hein, des images en noir et blanc, des passés plus ou moins pré-industriels. Ici aussi, on est vraiment dans un univers domestique avec les produits bonne maman. Hein. Vous avez la serviette et le torchon à carreaux. Et puis des compositions qui sont censées relever vraiment d'une manière de faire qui pourrait être celle de la maison. La justification écologique, on va avoir des arguments de vente autour de soit la promotion d'une action positive pour l'environnement de la part du producteur, par exemple agir pour la biodiversité en réservant des jachères pour que les papillons et les abeilles, etc., puissent butiner et donc participer à la biodiversité. Au contraire, limiter les effets nocifs pour l'environnement, par exemple en termes de rejet de dioxyde de carbone ou des choses comme ça. Et puis la labellisation agrobiologique, qui à la base aussi procède d'une volonté de respecter l'environnement. Donc on le trouve dans plein d'arguments différents. Vous voyez, là, les céréales Jordans qui vont respecter à la fois le corps et puis l'environnement, parce qu'il y a une volonté justement de mettre en place des jachères avec une certaine biodiversité en place. Quick, donc, qui s'engage à se fournir en produits de la pêche durables. Donc tout ça, c'est évidemment lié à des thématiques critiques qu'on observe dans l'espace public. Hein. Et puis, donc, la justification industrielle, on va avoir des arguments qui s'appuient sur les recommandations nutritionnelles officielles. Par exemple, les 5 fruits et légumes, l'apport en calcium, l'apport en fibres, en vitamines, et puis la limitation des lipides. Hein. Tout ça, c'est des discours qui sont diffusés notamment via le PNNS. L'ajout d'une substance
recommandé sur la base de connaissances scientifiques en nutrition, donc valorisé de ce point de vue-là. Je sais pas, ça peut être le calcium, ça peut être une vitamine, un minéral. Le retrait, au contraire, d'une substance qui va être dévalorisée sur les bases des connaissances en nutrition. Donc ça va être, par exemple, certains lipides saturés ou des choses comme ça. Et puis la mise en avant, on peut trouver aussi la mise en avant d'une expertise scientifique et technique des producteurs, et c'est surtout sur les marchés type alicaments, probiotiques, hein, où là, on est un peu à la marge de l'aliment et du médicament. Donc bon, ces arguments-là, on en trouve plein, hein, enrichis en oméga 3, de par le mode de culture ou la nourriture qui est donnée aux animaux, ou les huiles utilisées, des arguments qui s'appuient sur la recommandation des 5 fruits et légumes. Ici, on a des yaourts qui vont être enrichis en calcium et en vitamine D. Alors, j'ai essayé de mesurer la présence de ces différents types d'arguments dans le corpus d'arguments de vente que j'ai de produits industriels que j'ai collectés. Donc le travail de naturalisation inspiré, c'est celui qu'on retrouve le plus, hein, sur près d'un tiers des produits. Donc là, c'était 352 produits collectés en mars 2009. Alors certains produits peuvent associer plusieurs types d'arguments. Le travail de naturalisation écologique, ça va être 26% des produits. Le travail de naturalisation domestique, donc c'est 7%, mais il faudrait modérer parce qu'en fait, je me suis centré vraiment sur les arguments linguistiques et j'ai écarté pour vraiment me centrer sur l'argumentation en langage. Mais du coup, c'est vrai que je suis passé à côté d'un certain nombre, par exemple, sans qu'il y ait un argument explicite, il peut y avoir un emballage un peu papier craft et on peut considérer que c'est une manière aussi de faire un travail de naturalisation domestique. Donc il faudrait recompter et puis corriger d'autant. Un travail de naturalisation industrielle qu'on retrouve dans à peu près un quart des produits. Donc c'est sur des arguments plutôt d'ordre nutritionnel. Et en fait, on peut relier ces différentes formes de travail de naturalisation aux différentes critiques de l'alimentation industrielle. Donc je vous ai dit que ce qui m'intéressait, c'était ce jeu entre critique et justification, hein. Donc critique plutôt du côté des consommateurs ou des diététiques alternatives ou de la presse, des médias, etc. Et justification plutôt du côté des acteurs de l'offre qui font face à ces critiques. Et le travail de naturalisation inspiré, il va s'adresser à une critique d'ordre toxicologique, puisqu'on sait que les éléments artificiels, entre guillemets, sont souvent, et chimiques, de synthèse, etc., sont souvent considérés comme étant toxiques, à tort ou à raison, hein, sur les bases des connaissances scientifiques, mais c'est pas, je ne suis pas là pour trancher. Hein, mais voilà, il y a souvent l'association artificielle et puis toxique, mauvais pour la santé. Donc dire qu'il n'y a pas d'éléments artificiels dans ce sens-là, c'est évidemment répondre d'une certaine manière à cette critique toxicologique. Le travail de naturalisation domestique répond aussi à cette critique toxicologique, puisqu'il va qualifier des produits en les plaçant dans un passé souvent pré-industriel et donc avant la chimie de synthèse, hein, finalement, quand on n'utilisait pas tous ces éléments synthétiques. Et donc, c'est libre de tous ces éléments potentiellement considérés comme nocifs. C'est aussi souvent une naturalisation qui va répondre à une critique politique et morale, puisque ça va replacer dans un univers où, un peu rural souvent, où un peu d'harmonie entre l'homme et son environnement, qui se situe, donc avec vous savez, ce mythe de la ruralité heureuse, etc., qui situe
à l'opposé de l'idée d'une exploitation de l'environnement et puis d'une sorte de divorce entre l'homme et puis la nature qui l'exploite. Le travail de naturalisation domestique répond aussi à la critique écologique, là encore parce qu'on se situe dans un passé pré-industriel, avant l'utilisation des produits chimiques de synthèse, où il y a une espèce d'harmonie entre l'homme et son environnement, et où les relations entre l'homme et la nature comme milieu sont vues comme se passant très bien, de manière harmonieuse. Et puis, le travail de naturalisation industrielle, il répond... le travail de naturalisation écologique répond évidemment à la critique écologique, donc avec toutes les thématiques qui sont celles, par exemple, du réchauffement climatique, des pollutions, etc. Et le travail de naturalisation industrielle répond à la critique diététique. Alors cette critique diététique, elle peut s'appuyer, comme la critique toxicologique d'ailleurs, à la fois sur des savoirs qui ne relèvent pas vraiment des sciences académiques et de la science moderne. Hein. Je ne sais pas, ça va être par exemple des discours végétariens qui vont dire que manger de la viande, c'est pas fait pour l'homme parce que c'est pas naturel, parce que notre physiologie n'est pas adaptée, etc. Donc on a des savoirs comme ça qui, du point de vue de la science moderne, sont complètement obsolètes, mais qui sont des savoirs qui ont été produits, et des discours qui ont été produits par des savants académiques, mais d'il y a 2 siècles ou 1 siècle et demi. Donc la critique diététique peut s'appuyer sur ce type de savoir, et puis elle peut aussi s'appuyer de plus en plus sur la science académique moderne. On trouve beaucoup de nutritionnistes qui vont tenir un discours sur la mauvaise qualité nutritionnelle, pour le coup. Hein. Donc là, ce serait si vous voulez, critique diététique, j'ai pris diététique au sens large, et nutritionnelle, ce serait la version fondée sur la science moderne académique de la critique diététique. Donc, le travail de naturalisation industrielle répond à cette forme de critique. Et voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc on voit qu'il y a une polysémie, alors que dans le monde du marketing, on a tendance à réduire cette notion de naturalité à l'absence d'éléments artificiels. En fait, on peut considérer, si on prend un peu de recul sociologique et anthropologique, qu'il y a vraiment une polysémie de la naturalisation, et cette polysémie va impliquer différentes conceptions, différentes visions de la nature. La naturalisation inspirée, elle va s'intéresser, elle va porter sur une relation à une nature du corps qui va être conçue depuis un point de vue qu'on peut dire analogique, pour reprendre le terme de Philippe Descola, de l'anthropologue Philippe Descola. Bon, je vais pas détailler ce qu'il entend par là, mais l'idée c'est que on peut reconnaître dans cette naturalisation inspirée l'héritage d'un savoir qui était dominant avant l'avènement de la science moderne en médecine, depuis au moins 2 siècles, même un peu plus. Et dans cette tradition savante, donc, qui remonte à Hippocrate et puis à Galien, il y a l'idée que l'état de santé, c'est un état d'équilibre spontané, et que la maladie s'interprète toujours par un déséquilibre qui a été apporté à cet état de santé spontanée. Sadi Lalou, qui est un psychologue social qui a travaillé sur l'alimentation, a montré qu'on pouvait trouver encore aujourd'hui dans les représentations sociales du manger ce qu'il appelle des fossiles épistémologiques de ces traditions hippocratico-galéniques. On va les retrouver aussi beaucoup dans tout ce qui est naturopathie, par exemple, et dans toutes les diététiques alternatives. On trouve aussi des traces parfois très explicites de ces approches et de ces savoirs.
Donc, la naturalisation inspirée, hein, dans la mesure où elle écarte les éléments artificiels comme étant potentiellement cause de désordre de la santé, bah, on peut considérer qu'elle s'appuie un petit peu à une vision du corps depuis ce point de vue d'une science hippocratico-galénique. La naturalisation domestique, elle va s'intéresser elle va porter sur la relation. Donc, quand je dis relation, c'est à chaque fois l'idée que nos aliments, ils nous mettent en relation avec quelque chose. Ils nous mettent en relation avec différentes formes de nature, puisque ce sont des choses organiques. Hein. Ça nous inscrit dans des chaînes alimentaires, dans des relations à d'autres êtres vivants, et puis à des conceptions de la nature. Donc, la naturalisation domestique, elle porte plus sur la relation pour le coup, à une nature de l'être humain, mais qui est sa nature socioculturelle. C'est pour ça que des techniques et des manières de faire peuvent être dites naturelles. C'est qu'on est capable de considérer que le fait d'être culturel est naturel, en fait, pour l'être humain. C'est un peu le paradoxe de notre représentation du monde que Descola, encore une fois, appelle naturaliste. La naturalisation écologique, elle va porter sur la relation à une nature-environnement, hein, une nature-milieu, oui, à la nature, comme quand on dit la nature est belle en regardant un paysage. Et la naturalisation industrielle, donc elle va aussi porter, comme la naturalisation inspirée, sur une relation à une nature du corps, puisqu'on est des êtres naturels, hein, on a un corps biologique, etc. Mais cette fois-ci, plutôt sur une nature du corps selon le point de vue de la science moderne, donc fondée, appuyée sur les connaissances en nutrition, en physiologie de la nutrition. Naturaliser les produits alimentaires, donc ces différentes manières de naturaliser, c'est des manières de qualifier les produits et pour assurer un petit peu l'identification de ces produits, et donc aussi pour assurer ou pour sécuriser les relations qu'ils vont impliquer à ces différentes formes de nature. Et le but, c'est évidemment de faire valoir les produits alimentaires par les consommateurs en fonction de ces différents types de relations à la nature. On voit aussi que le travail de naturalisation, donc qu'il soit explicite ou même implicite, ben c'est un bon marqueur pour suivre et pour étudier les disputes, les situations de dispute. Alors c'est dispute au sens large, hein, c'est quand il y a des arguments qui s'entrechoquent et puis qu'il y a des points de vue qui s'opposent. Donc c'est un bon marqueur de ces disputes et des recherches d'accords sur l'identité des aliments et sur comment doit être un aliment pour qu'il soit bon, bien, etc. Et un dernier mot peut-être sur l'idée que les acteurs de l'offre, ils sont en charge d'une transformation culinaire et ils occupent une fonction culinaire qui historiquement a été largement externalisée des foyers et déléguée à ces acteurs-là, qui transforment à l'extérieur des foyers domestiques. Donc c'est la sociologie et l'anthropologie de l'alimentation pointent sur l'importance, Claude Lévi-Strauss le premier, hein, a pointé sur l'importance de la cuisine et de la transformation culinaire. C'est à la fois un travail technique et puis un travail symbolique des aliments. Et de ce point de vue-là, pour les acteurs de l'offre, naturaliser, c'est tenter de faire valoir la justesse et puis la justice du travail et de la fonction culinaire qu'ils occupent. Mais ces acteurs, ils sont face à la question de la crédibilité de leur discours dès lors qu'ils veulent naturaliser. Hein, est-ce qu'ils sont crédibles? Ça, c'est quelque chose qui préoccupe les acteurs de l'offre, et la preuve, c'est qu'ils vont mettre à l'épreuve du jugement des consommateurs des manières de communiquer.
ou aussi des innovations possibles. Donc la crédibilité et puis les conditions de légitimité des initiatives de l'offre qui peuvent se situer parfois uniquement sur le plan du discours, et parfois c'est dénoncé, hein, oui, on nous dit que c'est naturel, mais c'est que de la com, etc. Mais il y a aussi de plus en plus, pour pouvoir alléguer notamment, et pour pouvoir juridiquement alléguer, il y a aussi des changements qui se situent au niveau des procédés, donc du travail culinaire concret. Hein. Et puis, évidemment, il y a aussi la question de l'acceptation d'un prix à payer par les consommateurs, si prix à payer il y a. Hein. Si on veut qu'il n'y ait plus tel conservateur chimique de synthèse, et que donc il faut une autre solution technique, est-ce que ça entraînera pas des coûts supplémentaires, et dans quelle mesure les consommateurs sont prêts à payer, et surtout dans quelle mesure il est possible de faire valoir cet effort par rapport aux consommateurs. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je termine juste sur deux citations, l'une d'un anthropologue et puis l'autre d'un nutritionniste, tous les deux bien connus, qui disent à peu près la même chose dans les années 60. Et voilà, c'est aussi une manière de comprendre un petit peu ce que je vous ai raconté sur ces différentes formes de naturalisation. Voilà, je vous remercie.